trop vive allure, la décapotable a quitté la route dans l'un des tournants qui la font ressembler à un serpent qui s'étirerait tout autour du lac. La voiture est sur le toit, coincée entre deux arbres. Son conducteur a été éjecté. Je le vois à 2 mètres de là, étendu à plat ventre, les membres brisés. Vous connaissez cet homme, shérif? Me demande un des ambulanciers agenouillé auprès de la victime. Son visage est tourné vers moi. Je me penche. Non, je ne connais pas cet homme. J'ouvre la portière côté conducteur et je retourne l'enveloppe de plastique attachée sous le volant pour regarder la fiche d'immatriculation. La voiture appartient à R.M. Bradstone de Saint-Paul. Je retourne au cadavre sur lequel je trouve un portefeuille. Une carte d'identité m'apprend que R.M. Bradstone était le représentant d'une maison fabriquant des cercueils. 1 heure plus tard, tout est fini. Le corps a été enlevé par Ed Nesson, seul directeur de pompes funèbres de la ville. Tony Scully, le garagiste, est arraché du radeau à moteur où, avec sa jeune épouse Marnie, il passe ses après-midi d'été à plonger ou à se dorer au soleil. Il va chercher la voiture de dépannage et remorque la décapotable jusqu'à son garage. Je rédige le rapport concernant l'accident et téléphone à la fabrique de cercueils de Saint-Paul pour apprendre à un directeur manifestement incrédule le décès de R.M. Bradstone et lui demander de téléphoner à Ed Nesson au sujet de l'expédition du corps. À mon sens, l'affaire est classée. Mais le lendemain, un petit homme tiré à 4 épingles se présentant sous le nom d'Atwell Lamson, directeur de la firme pour laquelle Bradstone travaillait, me réclame 25 000 $ en espèces que Bradstone était supposé avoir sur lui. 25 000 $ en espèces, dis-je, pensant avoir mal entendu. Je pousse en travers de mon bureau tout ce que j'ai retiré des vêtements de Bradstone. Je n'ai pas trouvé grand-chose comme argent, monsieur Lamson, certainement pas 25 000 $. Bradstone n'avait que 37 $ dans son portefeuille et quelques pièces de monnaie dans sa poche, c'est tout. Le regard de Lamson se fait dur. L'argent devait être dans sa voiture, dans les portières. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Je travaille strictement au comptant, shérif. Mes représentants font une vente, encaissent et nous livrons. Bradstone revenait à Saint-Paul après avoir conclu une affaire. Il avait téléphoné 2 jours avant. Il rapportait 25 000 $. Cette somme se trouvait dans les portières de sa voiture pour éviter des pertes toujours possibles le long de la route. Je suis d'accord avec le petit homme bien mis que les affaires se traitent au comptant. Et si je ne possède pas le bungalow dont je rêve, c'est bien parce qu'il me manque 6 000 $ pour le payer comptant. Mais une affaire de 25 000 $ cash, c'est autrement difficile à accepter. La plupart des gens ne peuvent pas payer de cette façon. Très bien, dis-je finalement. Nous allons aller au garage de Tony Scully. C'est là que se trouve ce qui reste de la décapotable. Nous verrons bien si nous trouvons cette cachette. Il vaudrait mieux qu'on la trouve, répond Lamson d'un ton menaçant. La masse informe de la décapotable attend dans un coin du garage. J'y ai jeté un coup d'œil, dit Tony. Mais je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre que de l'envoyer à la casse. Quant à démonter les garnitures des portières pour faire de la récupération, franchement, c'est pas mon genre, non? Tony prend un tournevis cruciforme et entreprend de démonter les parties capitonnées des 2 portières. Lamson est immobile. Seuls ses yeux reflètent la colère. Soudain, il explose. « Lequel de vous l'a volé ?» crie-t-il d'une voix perçante. « Où avez-vous caché mon argent? Un de vous 2 !»« Ah, ça suffit, monsieur Lamson, dis-je. Tony, nous vous laissons. »« Quelqu'un a volé 25 000 $, reprend Lamson quand nous sommes dehors. « Et je compte bien les récupérer, shérif. Au revoir. » Le soir, pour rentrer chez moi, je passe devant le Highway Motel et je reconnais la voiture de Lamson garée devant une chambre. J'aime pas trop que Lamson s'attarde dans le coin, mais je ne peux pas intervenir. Le lendemain, je reçois un coup de téléphone de la propriétaire du motel. L'une de ses chambres a été mise sans dessus-dessous. Des gouttes de sang tachent le tapis. Il s'agit de la chambre que Lamson occupait. Rien de bien grave, Madame Holmes. Mais je peux, si vous le voulez, vous donner l'adresse commerciale de ce Lamson.
si vous voulez lui faire payer le nettoyage du tapis. Le lendemain, je retourne au garage. Une clé à molette m'est tombée dessus, me dit Tony avant même que je lui demande quoi que ce soit. Penché sur le moteur qu'il est en train de régler, il relève à peine la tête. Je le soupçonne fort de mentir. Et je suis même convaincu que les traces de bagarre au motel sont les suites d'une discussion qui aurait mal tourné entre Lemson et lui. Je suis sur le point de partir quand j'aperçois Marnie. « Tiens, Marnie, vous m'offrez un café ?» J'ai toujours été amoureux de Marnie. Mais elle a épousé Tony, alors je me suis résigné. Mais j'ai toujours un petit pincement au cœur quand je vois ses yeux violets. En tout cas, aujourd'hui, si j'ai besoin de parler avec elle, c'est pour retrouver un peu de tranquillité d'esprit par rapport à cette histoire d'argent volé. Tony l'a sûrement mise au courant. Mardi? Si Tony était là? Bien sûr, nous avons même regardé la télé et nous nous sommes couchés de très bonne heure. Quand Marnie a ajouté « Vous connaissez Tony, Charlie, c'est un bon garçon. Il ne se battrait avec personne. » J'ai su qu'elle mentait. Car moi, je n'avais absolument pas évoqué la bagarre du motel. Je quitte Marnie encore plus préoccupé qu'avant notre conversation. Tony Scully a-t-il pris et caché ses 25 000 $, puis rossé un homme l'accusant de vol? Le lendemain, mes soupçons prennent forme. 2 hommes m'attendent dans mon bureau. D'allure stricte, ils me montrent leurs papiers après s'être présentés comme des agents du Trésor américain. Ils veulent savoir si j'ai entendu parler d'un certain Atwell Lemson, mais je reste sur mes gardes et je leur demande la raison de leur démarche. Ils expliquent brièvement que Lemson est suspecté de vendre des armes aux Cubains anticastristes. « Nous surveillons Lemson depuis des mois, » dit l'un des agents. « Nous savons qu'il est l'un des pivots de ce trafic d'armes, mais nous n'avons pas encore réussi à le prouver. Et l'homme chargé de sa filature a perdu sa trace lundi dernier. Nous avons quelques raisons de penser qu'il a quitté Saint-Paul pour venir ici. » « Ah bon? » L'homme prend le temps de respirer. « Nous avons trouvé la voiture de Lemson, mais sans empreinte digitale sur le volant ou les portières. Quelqu'un a donc dû effacer ses traces après s'être servi du véhicule. Son appartement est vide, le bloc-notes posé près du téléphone indique juste le nom de cette ville. Vous pensez que Lemson a été victime d'un guet-apens? Dans le cas de Lemson, tout est possible. Nous allons faire une enquête en ville. Il est possible que quelqu'un connaisse Lemson ou qu'il ait entendu parler de lui. J'aimerais dire. Je dois paraître calme, même si je ne le suis pas du tout au fond de moi-même. Mes pensées tourbillonnent. Je vois Tony découvrant les 25 000 $ dans les portières sans rien dire. Puis arrive Lemson, qui loue une chambre au motel et téléphone à Tony. Celui-ci discute avec Marnie d'une cachette pour l'argent, puis se rend au motel. Je le vois tuer Lemson, soit accidentellement pendant la bagarre, soit délibérément. Je le vois se débarrasser du cadavre et conduire la voiture de Lemson à Saint-Paul. Marnie suit dans une autre voiture. Je vois Tony effacer ses empreintes puis repartir avec sa femme. Je vois aussi le visage hagard de Tony dans son garage le lendemain, quand il me raconte qu'une clé à molette est tombée sur lui. Et j'entends Marnie me mentir. « Shérif, nous comptons sur votre coopération, bien entendu. » reprend l'agent. Les 2 hommes quittent mon bureau. Je m'éponge le front et respire longuement. Ce jeu auquel je me livre n'augure rien de bon. Pourtant, si je gagne... Une idée nouvelle me frappe. Pourquoi les 2 agents n'ont pas évoqué l'accident de voiture de Braxton? S'ils connaissent tant de choses sur Lemson, n'en connaissent-ils pas autant sur Braxton? Et alors, pourquoi ne savent-ils pas que Braxton est mort? Ils auraient dû poser des questions au sujet de Braxton. Ça m'inquiète. J'aurais dû, moi, leur parler de Lemson. Les 2 hommes peuvent facilement découvrir où se trouve la voiture accidentée.
Ils iront au garage de Tony, et Tony, innocent, leur racontera sans être questionné ma visite avec Lemson et l'histoire des 25 000 $. D'un autre côté, si Tony a caché l'argent, il ne dira sûrement pas un mot de Braxton. Je décide de repasser au garage où je trouve Tony, toujours affairé sur la même voiture. Je lui parle de la visite des deux hommes. S'ils ne sont pas venus vous voir, Tony, c'est qu'ils ne savent rien sur Braxton. Comment avez-vous fait pour leur cacher que Lemson est venu, Charlie? Ce type ne s'est pas dérangé uniquement pour vous parler du fric. Et vous devenez soupçonneux. Brusquement, vous n'êtes plus sûr de moi, hein? Vous venez ici l'autre matin et vous allez trouver ma femme. Vous n'avez pas l'air de croire que je me suis ramassé sur le crâne cette maudite clé à molette. Vous dites à Marnie que je suis sorti mardi pour me battre avec ce Lemson, mais c'est fou de penser ça, Charlie. Mais c'est peut-être une déformation professionnelle chez vous. Vous êtes obligé d'envisager que ce qui est aujourd'hui improbable ne le sera peut-être plus demain. Et c'est pour ça que vous pensez que j'ai pu mettre la main sur le fric dans la bagnole accidentée. Hein, Charlie? Tony est un sacré menteur. Mais ça ne marche pas avec moi. Pour la seconde fois, il vient d'être question d'une bagarre, alors que je n'ai révélé à personne ce que j'avais appris de ce qui s'était passé dans la chambre de Lemson au motel. Durant les jours suivants, aucun coup de téléphone ne me parvient d'un concitoyen bien renseigné. Je continue de chercher la présence des deux agents du Trésor, mais il semble bien qu'ils aient quitté le coin. Je surveille aussi Tony et Marnie pour voir s'ils ne se livrent pas à des dépenses inhabituelles. Et surtout, je guette cet appel téléphonique. J'imagine que tôt ou tard, quelqu'un découvrira le cadavre de Lemson dans un coin écarté du lac. L'appel que j'attends arrive un mardi matin, 3 semaines après l'accident de Braxton. La sonnerie du téléphone me tire du sommeil. Il est 6h15. Et c'est la voix de Marnie que j'entends au bout du fil. Elle vient de découvrir Tony mort dans le garage. Un quart d'heure plus tard, je constate que Tony est effectivement mort. Il gît sous la décapotable, un essieu de la voiture en travers du visage. L'histoire que raconte Marnie est plausible. Tony est resté travailler tard au garage alors qu'elle a passé sa soirée devant la télé avant d'aller se coucher. Mais en se réveillant ce matin, elle a vu la place de Tony vide dans le lit. Immédiatement, elle appelle le garage et comme Tony ne décroche pas, inquiète, elle décide d'aller le voir. N'y tenant plus, je décide un après-midi d'aller rejoindre Marnie sur son radeau. Je prends mon costume de bain et gagne le lac. Le radeau se trouve à sa place habituelle. Marnie est étendue au soleil. Je nage vers le radeau et l'appelle avant d'arriver à sa hauteur pour ne pas l'effrayer. Elle sourit en m'apercevant. J'ai soudain eu une envie folle de nager avant que la saison ne passe, dis-je en me hissant à bord. J'adore plonger, moi aussi. Sans un mot, Marnie revêt son scaphandre et pique dans l'eau profonde. J'essaie de la suivre et m'enfonce dans l'obscurité des profondeurs. Il me semble soudain apercevoir une ombre tout en bas. Quand je fais surface, nous nous heurtons, Marnie et moi. Et je sens ce trouble qui m'envahit chaque fois que je pense à elle. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de raison de réfréner mon désir puisque Marnie est veuve et de nouveau libre. Et le regard de Marnie ne me décourage pas de lui faire la cour. Je plonge de nouveau profondément. Mon cœur bat à grands coups, mais ce n'est pas dû simplement à la plongée. Je viens encore une fois d'apercevoir l'ombre vague, une ombre qui n'a aucune raison de se trouver dans ce fond sablonneux. Je distingue les contours, et tout à coup je comprends que j'ai découvert le secret de Tony et Marnie Scully. Je sais pourquoi Marnie vient inlassablement ancrer le radeau ici. Le coffre est petit mais sans doute lourd. À côté de celui-ci, il y a un imposant colis ficelé méticuleusement. Je fais surface avec la rapidité d'un bouchon de champagne libéré de sa bouteille. Mes poumons sifflent, mes muscles me font mal. Je cherche l'air, luttant contre la sensation d'étourdissement qui m'envahit.
Marnie est assise sur le radeau. Un éclair inquiétant traverse ses yeux violets, et je sais qu'elle a compris ma découverte. Je m'accroche au radeau prudemment, sans lâcher son regard. À vrai dire, je ne suis pas convaincu qu'elle n'ait une arme pour me faire disparaître. C'est bien comme vous le pensiez, Charlie, Finit-elle par me dire. L'une des portières était abîmée et laissait apparaître l'argent. Lemson a téléphoné du motel en proposant un marché, que nous gardions $5 000 de la somme et que l'affaire ne soit pas ébruitée. Tony alla donc au motel. J'ignore comment et où il tua Lemson. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a appelé, qu'il m'a donné rendez-vous dans un petit chemin où nous nous retrouvions quand nous étions fiancés. Là, il a chargé le corps de Lemson dans notre coffre. Puis nous sommes remontés chacun dans notre voiture jusqu'à Saint-Paul. Tony s'est garé et j'ai attendu quelques minutes, le temps qu'il efface ses empreintes digitales. Il m'a ensuite rejointe et nous sommes rentrés chez nous. La suite, vous la connaissez, Charlie. Vous avez vu le coffre et le corps de Lemson, emballés et lestés correctement. Et Tony? C'est un accident, Charlie. Je vous assure, vous devez me croire. Ouais. Dis-je, montrant qu'elle ne m'avait pas convaincu. Qu'allez-vous faire de moi, Charlie? M'arrêter? Eh bien, Marnie, vous pouvez sans doute m'avancer $6 000. Non? Vous savez, je ne vous veux pas de mal. Je pourrais même vous rendre heureuse, Marnie, en vous épousant. Oh, pas maintenant, dans 6 mois. Mais il faut que vous me donniez les $6 000 qui me manquent pour acheter comptant le bungalow qui abritera notre amour. Ne pensez-vous pas que vous devriez embrasser votre future épouse, Charlie? Dit-elle très bas, après quelques minutes. Mon plan se déroule pour le mieux. J'ai l'alibi d'un héritage d'une grand-tante de Los Angeles qui, par fidélité à sa sœur, m'a légué sa fortune. Je me sens des ailes jusqu'à un certain mercredi après-midi où un agent du Trésor, que je reconnais, entre dans mon bureau. Un inconnu l'accompagne qu'il présente comme un membre du FBI, section Minneapolis-Saint-Paul. Il remarque Marnie pétrifiée d'angoisse. Je comprends pourquoi l'agent du Trésor demande les $19 000 restants. Les billets de $20 dont vous vous êtes servi dans un établissement bancaire de Saint-Paul pour acheter votre bungalow étaient numérotés, shérif. Ils provenaient de la vente d'armes à une bande de Floride pour le compte de Lemson. Durant notre petite enquête, nous avons rencontré la propriétaire du motel et elle nous a raconté le saccage d'une chambre louée à un certain M. Lemson. Elle nous a parlé du coup de téléphone qu'elle vous a passé et nous avons appris que vous connaissiez Lemson vous aussi. Mais nous préférions attendre que vous tombiez dans nos filets. Nous sommes allés rendre une visite de condoléances à Madame Scully lorsque nous vous avons appris le décès tragique de son mari. Madame Scully, vous avez quelque chose à ajouter, je pense. Achève l'agent du Trésor. Marnie se redresse. Je vois ses yeux violets traversés du même éclair qui m'avait inquiété quand j'étais remonté sur le radeau après ma découverte au fond de l'eau. Ils ont trouvé l'argent, mon mari et Charlie. Puis, M. Lemson est venu et ils l'ont tué. Ensuite, Charlie a tué Tony. Il l'a assommé et traîné sous le pont d'une voiture dans le garage et il a laissé retomber la voiture sur lui. L'argent est au fond du lac, avec le corps de Lemson. Marnie ment effrontément. Elle ment. Mais je ne peux rien pour ma défense. Je sais que je vais être inculpé pour meurtre, complicité de meurtre et vol.
Nora Merrick verse 3 petites cuillerées du liquide marron dans le verre d'eau et remue délicatement. De ses yeux verts et glacés, elle examine le résultat, hésite un bref instant et ajoute une cuillerée de jus de citron concentré. Puis, tout en remuant encore une fois, elle emporte le verre dans la chambre où son mari est alité, soutenu par 2 oreillers et feuilletant distraitement un magazine. « Qu'est-ce que c'est que ça encore ?» fait-il avec mauvaise humeur. « Ton médicament, Harold. » Il laisse tomber son magazine d'un geste exaspéré. « Oh, enfin, Nora, tu sais bien que le médecin ne m'a prescrit aucun médicament. Il a dit que tout ce dont j'avais besoin, c'était de 2 jours de repos et de tranquillité. De tranquillité, tu m'entends, Nora? Alors, s'il te plaît, laisse-moi lire en paix. Tu veux bien? » Harold aurait aussi bien pu n'avoir rien dit. Le beau visage de Nora garde la même expression de calme obstination. Elle pose le verre sur la table de chevet et remonte au passage les couvertures de son mari. « Ça ne te fera pas de mal, tu sais, » dit-elle. Harold regarde alternativement le verre et sa femme d'un air des plus sceptiques. « Peut-être, Nora, mais comment peux-tu savoir que ça me fera du bien? » « J'en suis certaine, c'est tout. » Décidément, pense Nora, les hommes sont tous les mêmes, de grands enfants. Dès qu'il s'agit d'avaler un comprimé ou une potion quelconque, les voilà qui font des caprices, les voilà qui deviennent méfiants. Pour un peu, ils en trépigneraient de colère. Bill était déjà comme ça. Jérôme aussi d'ailleurs, surtout Jérôme. Harold saisit le verre avec un froncement de nez dégoûté. « Qu'est-ce que t'as bien pu mettre là-dedans? »« Du jus de citron. »« Ouais, mais avec quoi? »« Eh bien, le médicament en question. » Harold a un sourire sarcastique. « Encore une de tes recettes maison, je suppose. Une de celles que tu tiens de ta grand-mère. Qu'est-ce qu'elle faisait déjà, ta grand-mère? Diseuse de bonne aventure? » Mercière, Harold. Grand-mère était mercière. J'ai bien dû te le dire au moins 10 fois. Enfin, voyons, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Harold observe attentivement sa femme. Je te trouve le visage un peu rouge, ma chérie. Je parie que t'as attrapé la grippe, toi aussi. Tu devrais penser à prendre ta température. Nora se passe le revers de la main sur le front. Mais oui, c'est vrai, il est un peu chaud. Pourtant, elle n'est jamais malade, elle. Cette constatation a l'air de tant la contrarier que le sourire de son mari se fait plus sarcastique. « Eh ben, dit-il, bois mon verre. Tu sembles en avoir plus besoin que moi. Ça te fera beaucoup de bien, tu verras. »« Non, répond froidement Nora. Je m'en préparerai un autre plus tard. » Harold fixe son verre un moment d'un air songeur, puis le repose sur la table de chevet. Réflexion faite, je le boirai tout à l'heure. Nora est sur le point de dire à son mari de ne pas se conduire une fois de plus en sale gosse, mais elle se retient juste à temps. En heurtant Harold de front, elle ne parviendrait à rien. « Bon, dit-elle, mais je reviens dans un quart d'heure, et d'ici là, il faudra que tu aies bu ton verre jusqu'à la dernière goutte, n'est-ce pas, Harold ?» Harold se replonge dans la lecture de son magazine sans répondre. Nora n'insiste pas. Elle tourne les talons avec un petit haussement d'épaule et va à la cuisine faire la vaisselle. Le lieutenant Parson est en train de fouiller dans le tiroir du haut de son bureau. Lorsqu'il a enfin pêché un paquet de cigarettes froissées, il se tourne vers son collègue. « Quelle adresse disiez-vous déjà ?» Le sergent Blanchard a un mouvement d'impatience. « 714 Jefferson Street. » Parson donne un petit coup sec sur son paquet de cigarettes pour en faire sortir une qu'il allume paisiblement. « Vous faites bien partie du secteur de Saint-Louis, sergent, n'est-ce pas? »« Oui, lieutenant. J'ai suivi leur piste d'abord jusqu'à Cincinnati, ensuite ici. Mais naturellement, j'aurai besoin de votre aide pour procéder à leur arrestation. » Parson s'enfonce dans son fauteuil en regardant nonchalamment par la fenêtre. « Tiens, on dirait qu'il va pleuvoir. » Blanchard toussote d'un air un peu gêné. « Dites, lieutenant, vous ne croyez pas qu'on ferait mieux d'y aller ?»
Parson souffle sans se presser la fumée de sa cigarette. Impossible pour moi avant d'avoir vu le patron. Les yeux de Blanchard se tournent de manière significative vers la porte du fond. C'est là son bureau? Le sergent a l'air si comique à se dandiner comme ça d'un pied sur l'autre que Parson grimace un sourire. Mais détendez-vous un peu, mon vieux, et ne vous faites pas tant de bile. Le patron ne sera pas là avant 10 bonnes minutes au moins. Vous n'espériez tout de même pas qu'on allait pouvoir filer tout de suite au 714 Jefferson Street pour se faire offrir un verre. Il écrase soigneusement sa cigarette dans le cendrier et ouvre son bloc-notes. Selon les renseignements que vous m'avez fournis, sergent, nos 2 tourtereaux ne sont mariés que depuis 6 semaines. Ça ne leur a pas laissé beaucoup de temps pour s'installer et souscrire une bonne assurance. À mon avis, il se passera rien avant un certain temps. Dans la cuisine, Nora vient de ranger la dernière assiette dans le placard. Puis, de son pas silencieux, elle retourne dans la chambre. Sur la table de nuit, le verre est toujours plein. Harold tourne une page de son magazine en étouffant un bâillement. « Rien au courrier ce matin ?» Pas grand-chose, Harold. Des prospectus, la facture du plombier. Ah oui, il y avait aussi une lettre de la compagnie d'assurance. Qu'est-ce qu'ils nous veulent encore? Oh, rien de particulier. Ils nous signalent simplement que nos polices sont prêtes et nous souhaitent la bienvenue dans la région. Pure formalité, en fait. Harold sourit. Mais c'est parfait, ça. Sais-tu, ma chérie, que maintenant, je vaux 200 000 $. Ne dis pas ça, fait précipitamment Nora. Harold se croise les mains derrière la tête et s'étire paresseusement. Décidément, je comprendrai jamais rien aux femmes. Je te parle de 200 000 $ et toi, tu prends un air lugubre. Pourtant, une somme pareille, ça doit te donner une sacrée impression de sécurité, non? Oui, pense Nora. Une impression de sécurité. Quand on y réfléchit, l'argent est bien la seule chose sur laquelle on puisse vraiment compter. Bill lui avait laissé 80 000 $ et Jérôme 100 000. Son regard glisse à nouveau vers le verre. Voyons, Harold, ton médicament. Faudra-t-il que je reste ici jusqu'à ce que tu te décides enfin à le boire? Bon, bougonne Harold. Dans 1 minute, alors. Nora se dirige vers la porte, mais au moment où elle pose la main sur la poignée, elle se retourne vers Harold avec un froncement sévère des sourcils. Je te donne 10 minutes pour vider ce verre, Harold. 10, tu m'entends? Pas une de plus. Dans la cuisine, Nora porte à ébullition une casserole d'eau salée, puis ouvre un paquet de spaghettis. Mais au moment de les plonger dans l'eau, elle se ravise et en remet la moitié dans leur emballage. De toute façon, Harold n'a pratiquement plus d'appétit depuis 2 jours. Elle jette un coup d'œil du côté de la chambre dont elle a laissé la porte entrebâillée. De là, elle peut surveiller Harold. Il s'est levé et lui tourne le dos. Nora n'est pas vraiment surprise en voyant Harold prendre le verre, s'approcher à pas feutrés du pot de bégonia posé sur le rebord de la fenêtre et arroser délicatement la plante avec le liquide marron. Puis il s'en met au lit et reprend son magazine en riant sous cape. Oh, le sale gosse, marmonne Nora entre ses dents serrées. Oh, le sale gosse. Mais ça ne se passera pas comme ça. Elle sort du placard un verre propre, le flacon de médicaments et le concentré de jus de citron. Parson et Blanchard se dirigent vers la voiture dans le garage en sous-sol du commissariat de police. La tête du mécanicien émerge du capot ouvert. « Pas tout à fait prête, lieutenant. J'en ai encore pour un petit quart d'heure. Mais si vous voulez, vous pouvez en prendre une autre en attendant. Vous me la ramènerez ce soir. » Non, fait Parson. Je l'aime bien, moi, cette vieille bagnole. On va attendre, n'est-ce pas, Blanchard? On va s'installer dans le petit bureau à côté et fermer la porte pour être au calme. Blanchard ne répond pas. S'il avait dit un mot, un seul, il aurait explosé de rage.
Non, mais c'est trop injuste à la fin. Il a trimé jour et nuit pour réunir ses renseignements. Depuis 1 mois, toutes ses soirées libres, tous ses week-ends y sont passés. Bon, d'accord, côté preuve, c'est un peu léger. Mais il est sûr d'avoir raison. Il est prêt à parier n'importe quoi. Et cet idiot de Parsons qui se balance tranquillement sur sa chaise en faisant des ronds de fumée. Mais qu'est-ce qu'il attend, celui-là, hein? Qu'est-ce qu'il attend? De se retrouver avec un cadavre de plus sur les bras? Au bout de 5 minutes, Blanchard n'y tient plus. Je vois pas pourquoi on ne peut pas prendre une autre voiture. Vous, sergent, vous allez nous faire un ulcère à l'estomac dans pas longtemps, dit Parsons. Mais faites comme moi, mon vieux. Prenez la vie comme elle vient, vous verrez. C'est tellement plus agréable. Blanchard regarde ostensiblement sa montre, puis se met à faire les 100 pas dans la pièce. Enfin, le mécanicien ouvre la porte. « Ça y est, lieutenant, elle est prête !» Une fois au volant, Parsons met le contact et manœuvre le véhicule vers la sortie avec une lenteur dont Blanchard jurerait qu'elle est délibérée. Ils ne sont qu'à 2 rues de Jefferson Street quand Parsons demande « et si on allait se taper un sandwich et un petit café ?» Blanchard crispe les poings sur ses genoux. « Non !» hurle-t-il presque. « Non, non et non !» Nora est de retour dans la chambre avec le nouveau verre plein. Harold la regarde avec des yeux d'enfant martyr. « Encore un médicament ?»« Pas encore un. C'est ton médicament. Tu sais, j'ai très bien vu ce que tu as fait de celui que je t'ai apporté tout à l'heure. Si les bégonias n'en meurent pas, ils auront bien de la chance. » Harold rougit, l'air penaud. « Mais, Nora, si ça tue les bégonias, je vois pas comment ça pourrait me faire du bien à moi. »« Ce qui convient aux êtres humains ne convient pas forcément aux plantes, » répond Nora. « Bois et qu'on n'en parle plus. » Harold prend le verre d'un air soumis. C'est à ce moment-là que retentit la sonnette de la porte d'entrée. Nora ne bouge pas. Elle élève simplement un peu la voix. « Harold, bois ton médicament immédiatement. »« Ah, je peux pas l'avaler d'un coup, Nora. Ça va me rendre malade. Tu veux bien aller ouvrir ?» Nora hésite, puis lui reprend vivement le verre. « Je ne tiens pas à ce que tu t'en serves encore pour arroser les plantes dès que j'aurai le dos tourné. Je l'emporte. » 5 minutes plus tard, elle est de retour. « Qui c'était ?» demande Harold. « Oh, un représentant. Je m'en suis débarrassé. » Harold saisit à contre-cœur le verre que Nora lui tend une fois de plus. Il goûte et fait une horrible grimace. « Ah, c'est pas bon, c'est amer, oh là là, c'est amer !» Nora se croise les bras et attend. Comme Harold comprend qu'elle est bien capable de garder la même position toute la nuit s'il le faut, il se résigne. Il boit lentement et en se pinçant le nez. Finalement, il rend le verre vide à Nora. « Là, j'espère que t'es satisfaite. »« Oui, » dit Nora avec un sourire. « Et maintenant, essaie de te reposer. » Vers 3 heures de l'après-midi, Nora répond à un nouveau coup de sonnette. Sur le seuil de la porte, 2 hommes l'examinent sans rien dire. Puis le plus âgé des 2 demande poliment « Vous êtes bien Madame Merrick ?» Nora fait signe que oui. Alors tous 2 lui présentent leur plaque de policier. « Nous voudrions vous parler un instant, Madame Merrick. » Nora jette un coup d'œil inquiet par-dessus son épaule, mais ouvre toutefois la porte un peu plus largement. « Je vous en prie, » dit-elle, « mais ne parlez pas trop fort. Mon mari se repose. Il a la grippe et il n'a pas très bien dormi la nuit dernière. » Il est près de 8 heures du soir quand Nora se lève du fauteuil d'où elle n'a pas eu la force de s'extraire depuis des heures. Elle tâte son front. En effet, elle doit avoir la grippe, et sûrement même une grippe carabinée. Elle se dirige d'un pas pesant vers la cuisine et sort un verre du placard, le remplit d'eau, puis ajoute 3 cuillerées du liquide marron de la petite fiole et du jus de citron concentré. « Oh, c'est vrai que c'est un peu amer, » se dit-elle avec une petite grimace. « La prochaine fois, j'ajouterai un peu de sucre pour voir. » Tout en buvant ce mélange pas très appétissant, elle va vers la fenêtre.
Le nez contre la vitre, elle regarde la pluie tomber sur le jardin. Bill, son premier mari, est mort d'une pneumonie diagnostiquée trop tard. Jérôme, le second, s'est tué dans un accident de la route en heurtant un peuplier un soir d'orage. Et voilà que la police vient d'emmener Harold pour l'interroger à propos d'une histoire ridicule selon laquelle il aurait empoisonné ses 2 précédentes épouses. Nora vide son verre et va le reposer sur la table avec un profond soupir. Décidément, se dit-elle, décidément, le mariage ne me réussit vraiment pas.